bonne soirée, du moins je vous la souhaite bonne, cette soirée, autour d'un invité exceptionnel, Bill. Un film non moins exceptionnel lié à l'environnement. Et puis, le grand plaisir aussi de passer très rapidement la main à Mme Bayard, Michel Bayard, qui est une des co-organisatrices du festival Maghreb si loin si proche. Pour Banyuls. De nom, c'est la 25e édition et nous sommes contents de parcourir l'ensemble de 2 départements. Et Michel tient beaucoup au nom de Nomade, de ce festival où chacun peut y adhérer et choisir aussi de suivre certains points pour découvrir à la fois le lieu, à la fois la perspective du cinéma, et puis d'autres pays qui ont des problématiques finalement pas trop éloignées les nôtres. Du moins, on le ressent comme ceci. Merci Michel de suivre ce nomadisme cinématographique. Soit la parole. Bon ben moi je remercie Jean-Pierre Bellé et Cinémaginaire qui sont venus en masse à Banyuls ce soir. C'est super sympa, Jean-Pierre c'est l'organisateur de la totalité du festival, c'est énorme. Et cette année ça n'a pas été facile, donc merci à vous aussi, tous ceux qui ont eu le courage de se déplacer ce soir pour rencontrer Bill et voir le film Rouge de Farid Bentoumi. Cette année le 25e festival est sur le thème culture, mémoire, ou mémoire-culture. Et on a dédié celui de Banyuls à l'écologie. Donc, Rouge, le film de Farid Bentoumi. Alors, quel est le lien entre Farid Bentoumi et Bill François, qui a écrit L'éloquence de la sardine que vous avez vu en arrivant? Eh bien, ce sont tous les deux une génération jeune, des enfants de la même mère, des amoureux de la nature, et également des auteurs de fiction, voilà, qui s'appuient sur le documentaire. Farid Bentoumi a fait un film qui s'appelle Good Luck Algérie, ou Algéria, qui est basé sur les Jeux Olympiques d'hiver de Turin, le ski de fond dans les Jeux Olympiques d'hiver de Turin, et en même temps une histoire de famille. Pareil pour Rouge, c'est basé sur le scandale des boues rouges de Gardanne qui se sont déversés dans la Méditerranée. Et si j'ai bien compris, ce n'est pas encore tout à fait fini, mais ça a bien évolué. Je vous passe Bill François qui va vous dire en 2 mots ce qu'il fait, son livre, qui sera là et que vous pourrez voir et prendre à la sortie éventuellement, qui vous attendra sinon à la librairie Oxymore à Port-Vendre, et qui est partenaire aussi de l'événement Banyuls. Et voilà. Merci Michel, merci à toute l'organisation de ce super festival, de m'avoir convié. C'est chouette de voir vivre des festivals en ce moment, malgré la période un petit peu compliquée avec le Covid, depuis le temps qu'on attendait de voir la vie reprendre comme ça, et encore plus sur le sujet du cinéma. Je suis très heureux de pouvoir échanger ce soir avec vous. Moi je suis plutôt auteur et plutôt sur le monde sous-marin, donc c'est un petit peu l'envers du décor de ce qu'on va voir dans le film. C'est aussi une partie complémentaire et c'est une approche basée aussi sur la fiction et sur les histoires vraies, mais comment transformer des vérités en histoire pour sensibiliser le public. Donc c'est des thématiques très intéressantes et bon film à tout le monde alors.
peux me raconter ce qui s'est passé, ce qui est arrivé, s'il te plaît, la dame? Non? Allez, on la passe. 1, 2, et 3. Est-ce qu'on peut la faire sortir? Elle est choquée. Allez, on la raccompagne, on va s'occuper d'elle. Sortir ton bien derrière. On va préparer de quoi l'intubé, s'il vous plaît. Allez, on stoppe la dame. Madame, vous m'entendez? Madame, on ne répond pas. Allez, on la stoppe. Et tous, s'il vous plaît. Allez, on s'en répond bien. Victor, c'est lui qui s'occupe du syndicat, il fera ta carte ce soir. Je suis pas sûre de prendre ma carte. Pardon? Non, je l'ai. Allez, fais-nous une photo avec le truc derrière, ouais. Non, mais papa. Allez! Allez! Bon, là, t'as la cantine, tu vois ce que tu souviens? Ouais. Les vestiaires, monsieur, derrière, il y a le local syndical. Ah, c'est... Regarde qui est là. Allô? Oh! Ça va? Ça va? Ça va et toi? Merci, sur même. Ça va les gars? Gauche là, c'est la compta. Et là, t'as le bureau direct. Monsieur Perret? Ah, mademoiselle Amandine, enfant prodigue. C'est un plaisir de vous accueillir dans Merci pour le poste. Ah, c'est à votre père qu'il faut dire merci. Vous savez, bon, j'espère que vous vous plairez avec nous. Je vous laisse vous installer. Merci. Au moins tu seras au calme. Voilà. Ok. Bon, je te laisse. Ouais. On se retrouve à la cantine. Ok. Allez. À vite. Quel bordel ta chambre. Ouais, je sais. Je range. Franchement, tu te voyais porter des crocs roses toute ta vie et te torcher que des vues dans un hôpital pourri. J'étais bien là-bas. Les urgences, c'était mon truc et mes crottes, elles étaient vertes. En tout cas, je suis trop contente de revoir ta tête de petite sœur d'amour. Je suis trop contente que tu reviennes ici. Bah, tu viens, parce que papa t'a préparé un dîner en mode meilleur cuisinier du monde. On nous laisse pas seuls, je t'en J'arrive. supplie. On a vu les bouts rouges sous l'angle du problème humain. Les rejets c'était à peine évoqué. Oui, mais c'est intéressant justement Mais de voir de justement, façon, ouais, de Parlez-vous façon maintenant des différente. rejets, parce qu'on s'est débarrassé des rejets, ils sont allés dans l'eau, Alors, dans la vraie vie, avec les bouts rouges de cassis. oui, je Voilà. me demande pour quelle raison ils ont choisi de transposer au monde terrestre un problème qui en fait a été principalement marin. Je dis principalement parce qu'il y a aussi un problème avec une décharge terrestre sur le problème des bouts rouges, notamment actuellement. Mais alors pourquoi ils ont choisi de parler uniquement d'un problème terrestre et souterrain au lieu du problème maritime? Est-ce que c'est pour pas trop directement attaquer l'usine actuelle pour éviter des poursuites peut-être? Est-ce que c'est
aussi peut-être un choix pour avoir quelque chose qui nous impacte plus, parce que ça semble plus toucher directement notre santé, et comme ça ils ont pu montrer des gens affectés directement par les maladies, qui perdaient leur lieu de vie, alors que dans le cas maritime, c'est un petit peu moins évident. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ce choix, mais je trouve ça très intéressant de se poser cette question, pour plusieurs raisons. Déjà parce que le rôle du parc national n'est pas très clair dans le film, et pas très clair non plus dans la réalité. C'est-à-dire, dans les deux cas, il s'agit de rejet dans un parc national, ils en parlent, et dans le film, c'est assez intéressant, à un moment, elle dit de toute façon, ça se passe dans le parc national, donc en plus, personne viendra les emmerder. Et ça, c'est un point assez important. Dans les parcs nationaux en général, et encore plus en mer, bien souvent, ils sont un petit peu utilisés, plus ou moins directement, comme couverture, pour des activités notamment minières et polluantes. C'est un peu les idiots utiles, le parc national, et c'est un peu le moyen d'éloigner les différents usagers qui pourraient emmerder. Donc en fait, l'idée de mettre la nature sous cloche, qui est souvent reprise par beaucoup d'associations écologistes, peut très rapidement se retrouver être en fait utilisée par des industries polluantes en tout genre. N'oublions pas que par exemple, la principale lobbyiste contre les fédérations de pêche sportive en France, en eau douce, c'est une lobbyiste de EDF à la base. Pourquoi ? Parce que les fédérations de pêche sportive en eau douce sont les seules à lutter contre les problèmes de biodiversité liés au barrage. Quasiment les seuls. La continuité écologique des cours d'eau, bon, ça n'a pas grand-chose à voir avec les boues rouges, mais c'est un autre problème, on peut faire le parallèle. Hein. C'est un souci très important pour beaucoup de poissons. Et en gros, c'est des poissons, il n'y a que les pêcheurs que ça intéresse, parce que personne d'autre ne s'intéresse, par exemple, à la lamproie fluviatile ou aux migrations de truites de mer. Et eux, par contre, ils sont très véhéments, parce que quand on change les débits des barrages, ça peut détruire des populations entières de ces espèces. Et du coup, comme par hasard, eh ben, la lobbyiste qui va essayer de créer le maximum de zones interdites à la pêche en eau douce, alors que la pêche en eau douce, ça cause aucun problème écologique en France. La lobbyiste qui va s'y attaquer le plus, eh ben, c'est le lobbyiste de EDF. Comme par hasard aussi, le parc national des Calanques, il y avait dans ces statuts une clause où ils ont très finement joué sur les mots concernant le but contre la pollution de ce parc, en disant que le but était de faire cesser la pollution, mais ils ont utilisé des mots très finement choisis, parce qu'ils avaient calculé le coût que lorsqu'il y aurait les limitations sur les rejets de boues rouges, ils voulaient pouvoir les laisser continuer les rejets, sous une autre forme. Ils ont installé une sorte de presse qui, en fait, qui comprime le sédiment des boues rouges, qui les déshydrate pour pouvoir les stocker à terre, ils ne les rejettent plus en mer, mais ils jettent l'eau dans laquelle une partie des polluants sont encore dilués. Ça, ils continuent de le jeter dans la mer. Et du coup, dans les clauses du parc national, dans les statuts quand ils l'ont fondé, il y avait précisément un terme pour préciser qu'ils ne voulaient plus qu'on rejette des boues. Or, ça n'est plus les boues, c'est le solvant des boues qu'on jette, donc ça passe encore, alors que ça continue de polluer. Hein. Ça n'est pas terminé, les rejets continuent. À peu près 90% de la matière polluante n'est plus rejetée dans la mer, hein. Mais il y a quand même 10% qui restent. Voilà. Donc c'est intéressant de se poser cette question, parce que c'est une question un petit peu philosophique aussi. L'idée de mettre la nature sous cloche, en fait, ça ne marche pas, et souvent ça sert les intérêts inverses. On peut citer encore des dizaines et des dizaines d'exemples. Le grand fonds écologique Pew aux États-Unis, qui est en fait un fonds de charité des industries pétrolières, qui fait du boulot très très bon par ailleurs. Hein. Mon but n'est pas du tout de les critiquer. Ils font des formidables réserves marines, manque de peau bien souvent. Ils font ça pour masquer de la pétrochimie ou des forages miniers, notamment la réserve de la Grande Barrière de Corail en Australie. Elle n'est pas nette du tout, cette réserve. C'est uniquement pour empêcher les gens d'aller pêcher, d'aller plonger, d'aller vivre la nature à cet endroit-là, pour ne surtout pas qu'ils lancent l'alerte. Parce que c'est une grosse différence avec le film. Comme là, ça se passe sur la terre et tout, il y a des usagers lanceurs d'alerte. En mer, c'est moins évident. Et les quelques-uns qu'il y a eu des pêcheurs qui ont remonté des poissons. Il y a des photos très édifiantes de requins qui ont été pêchés couverts de boue.
Mais c'est sûr que moins il y en a des pêcheurs qui travaillent sur la zone, moins il y a de personnes qui vont aller être les sentinelles dans ces environnements. Bon, alors évidemment, c'est bien aussi de limiter la pêche dans certains endroits, mais il ne faut juste pas que ça devienne un prétexte, et je pense que c'est une problématique importante. Voilà, c'est important d'avoir ça en tête. Et une parenthèse, Oui. Concernant la réserve de Banyuls, tu nous parles d'une réserve américaine, là. Tu m'as dit que tu avais nagé dans la réserve de Banyuls cet été. C'est magnifique. Oui. Ben alors, c'est super. Est-ce qu'il y a des rejets, est-ce qu'il y a des trucs horribles, est-ce qu'elle cache quelque chose? Alors les rejets, bon, c'est pas dans la réserve de Banyuls, c'est plus vers le parc des Calanques que ça se passe. Mais en fait, c'est dans une immense fosse, un canyon sous-marin qui est beaucoup plus loin, qui n'est pas du tout, on peut nager, on verra rien, c'est par des centaines de mètres de profondeur. D'ailleurs, quand on voit les poissons qui ont été remontés couverts de boue, ce ne sont pas des espèces qu'on va voir en plongée ici. C'est des espèces de grande profondeur. Donc même les pêcheurs vont rarement dans ces zones-là en général, à part pour chercher certaines espèces. Mais voilà, c'est par des centaines de mètres de profondeur dans un canyon sous-marin, donc c'est vraiment loin de tout, mais c'est une zone à la biodiversité formidable. Des récifs coralliens d'eau profonde, c'est des écosystèmes très très rares, très très fragiles et qui sont complètement endommagés. Et pire encore, comme il y a un lac, pour le coup il parle d'un lac là, il y a le même lac mais sous la mer, un lac de boue. En fait, il suffirait qu'il y ait un petit tremblement de terre et il y en a de temps en temps. À ces profondeurs-là, sur cette zone, c'est pas impossible du tout. Et ça peut remettre en suspension les sédiments. Donc en plus, ça peut contaminer des couches d'eau plus hautes et rentrer plus facilement dans la chaîne alimentaire. Donc c'est pas très net. Par contre, la réserve de Banyuls, au niveau côtier, là j'ai eu la chance d'y plonger rapidement l'année dernière, c'est merveilleux. Par le fait qu'il y ait une petite zone où on a protégé le milieu, ça fait qu'il y a beaucoup d'espèces qui se sont reproduites, des espèces qui avaient un peu diminué auparavant. Moi, j'ai pas plongé dans la zone de non-prélèvement complètement protégée, j'ai plongé à côté. D'ailleurs, autour, il y avait des bateaux, des pêcheurs, des chasseurs sous-marins, et il y avait énormément de vie, énormément de poissons, parce qu'une zone protégée va essaimer des larves et des œufs qui vont grandir sur tous les environs. Donc c'est aussi ça l'utilité des réserves. Et personnellement, je pense qu'au lieu de créer des réserves permanentes et éternelles, ce serait intelligent de mettre en jachère certaines parties de la mer pour les protéger temporairement, le temps qu'une espèce se reconstitue, et ensuite une autre, comme ça tous les usagers pourraient en profiter et ça reconstituerait la biodiversité marine. C'est pas du tout une idée de moi. Ça fait 500 ans que les prud'hommies de pêcheurs de Méditerranée le font régulièrement. C'est dans les traditions locales, parce qu'ils avaient compris que c'est comme ça qu'on protégeait la biodiversité. L'écologie, c'est pas une science nouvelle. Les aborigènes d'Australie, selon leur âge de la vie, ils ont le droit ou pas de manger certains animaux. Et du coup, ils font ça parce que ça leur permettait, et ça fait 40 000 ans qu'ils étaient là, les aborigènes d'Australie, ça leur permettait de limiter les prélèvements de différents stocks. Parce que le crocodile qui est réservé aux vieillards, eh bien, c'est pas tout le monde qui en mange, donc on n'en chasse pas beaucoup. Et le kangourou qui est réservé aux jeunes, pareil, on en chasse un peu moins que ce qu'on pourrait si on en donnait à tout le monde, etc. Et il fonctionnait comme ça, et c'est des idées qui ne sont pas nouvelles, c'est juste que il faut, maintenant qu'on a en plus un outil scientifique, on pourrait les implémenter s'il y avait une volonté politique derrière.